Maintenant, en résumé, j'ai représenté ici le graphique de UBM en fonction du temps pendant la charge du condensateur et sa décharge. J'ai représenté aussi le graphique de l'intensité du courant en fonction du temps pendant la charge du condensateur et sa décharge. Remarquons, cette courbe représente la charge du condensateur. Après une durée taux, la tension aux bornes du condensateur, c'est 63% de sa valeur limite pendant la décharge. Et après une durée taux du début de la décharge, la tension aux bornes du condensateur, c'est 0,37% de sa valeur initiale. Maintenant aussi, ça c'est l'intensité du courant pendant la charge. Après une durée taux, je peux déterminer que l'intensité du courant atteint une valeur égale à 37% de sa valeur initiale. Ça c'est la courbe de l'intensité du courant pendant la décharge. Après une durée taux du début de la décharge, l'intensité du courant devient 37% de sa valeur initiale. Tout le monde d'accord? Maintenant, remarquons bien, pendant la charge, l'intensité du courant est décroissante ou décroît jusqu'à s'annuler. Pendant la décharge, l'intensité du courant en valeur absolue, elle est décroissante jusqu'à s'annuler. Dans les deux cas, et en valeur absolue, l'intensité du courant est décroissante. Mais quelle est l'interprétation du changement des signes de l'intensité du courant I pendant les deux phases de la charge et de la décharge? C'est-à-dire que le sens du courant change lorsque le condensateur passe d'une phase à une autre, c'est-à-dire les sens de courant pendant les deux phases sont opposés. Maintenant, des points essentiels à retenir. Les phénomènes de la charge et de la décharge ne sont pas instantanés, ils sont progressifs. Et ça apparaît clairement dans ces graphiques. À la fin de la charge, la tension du condensateur est égale à celle du générateur et l'intensité du courant est nulle. Ça, c'est la fin de la charge. La tension atteint son régime permanent. L'intensité du courant est nulle. À la fin de la décharge, la tension aux bornes du condensateur est nulle. Il en est de même de l'intensité du courant. Donc, à la fin de la charge ou de la décharge, I égale 0. L'intensité du courant est nulle. Maintenant, pendant la charge ou la décharge, l'intensité du courant en valeur absolue, elle est décroissante. La valeur de l'intensité du courant, la valeur réelle de l'intensité du courant est toujours en décroissance pendant la charge ou la décharge. Taux égale RC, c'est la constante de temps du circuit, c'est quelque chose d'une durée, c'est la durée pendant laquelle le condensateur se charge à 63% ou se décharge à 37%. N'oubliez pas, Q égale CUAB, c'est la charge de l'armature A, elle est proportionnelle à la tension UAB, c'est la capacité du condensateur, I égale dQ sur dt, mais quel Q? C'est Q de l'armature ou par laquelle entre le sens positif. Maintenant, mais n'oubliez pas que la durée de la charge complète ou la décharge complète d'un condensateur dans un dipôle RC, c'est 5 taux, 5 RC. Pendant la charge, et après une durée 5 taux, le condensateur se charge à 99%. Pendant la décharge, et après une durée 5 taux, le condensateur atteint 1% de sa charge initiale. Tout le monde d'accord? Le condensateur est pratiquement déchargé. Maintenant, allons-y pour vérifier expérimentalement tout ce qu'on a appris théoriquement. Allons-y. Maintenant, sous titre d'observation expérimentale, on va visualiser, observer à l'aide d'un oscilloscope l'évolution de la tension au bord du condensateur et l'intensité du courant qui le traverse pendant les phases de la charge et de la décharge. Pour cela, je veux considérer le circuit suivant comportant un générateur délivrant un signal carré de fréquence F ou de période T.
Ça, c'est le dipôle RC en série. R et C sont des valeurs réglables. Je branche sur le circuit un oscilloscope qui visualise sur la voie 1 la tension aux bornes de quoi? Du générateur qui est UAM. UAM, c'est la tension aux bornes du générateur, remarquons. Et UBM, c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique. N'oubliez pas, la masse se trouve toujours sur le point commun entre les deux tensions visualisées, UBM et UAM. Entre UAM et UBM, le point commun c'est M. M est sur la masse. Maintenant, on va rappeler un peu les caractéristiques d'un signal carré. Ça, c'est la tension aux bornes du générateur. C'est un signal carré de période T. J'ai représenté cette tension sur une période. Pendant la première demi-période, sa valeur égale E constante. La tension du générateur égale à E. Dans la demi-période suivante, la tension délivrée par le générateur est nulle. Le générateur, dans ce cas, est équivalent à un fil de connexion. Ça, c'est la courbe de la tension UC, c'est-à-dire ici UBM, la tension aux bornes du condensateur pendant la phase de la charge. Ça, c'est pendant la phase de quoi? De la décharge. La durée délivrée par le générateur pendant la phase de la charge, c'est T sur 2, et celle pendant la phase de la décharge est aussi quoi? T sur 2. Le condensateur, ici, selon cette représentation, atteint son régime permanent, c'est-à-dire il est complètement chargé dans cette demi-période et complètement déchargé dans la demi-période suivante. Et ça, car la fréquence du générateur satisfait la condition suivante, T sur 2 supérieur à 5 taux. On sait que la durée minimale pour charger un condensateur, c'est 5 taux. Donc, si la durée délivrée par le générateur pendant la phase de sa charge est supérieure à 5 taux, on dit que le condensateur se charge complètement. Il en est de même pour la phase de la décharge. Pour cela, cette représentation de UC satisfait la condition T sur 2 supérieure à quoi? À 5 taux. Ça, c'est la moitié de la période du générateur. Dans le cas contraire, si T sur 2 est inférieur à 5 taux, la tension UC n'atteint pas son régime permanent et par suite le condensateur, pendant la demi-période du générateur, ne se charge pas complètement car sa tension n'atteint pas son régime permanent ou n'atteint pas la valeur E de la tension du générateur. Pour cela, on va observer sur l'oscilloscope cette courbe. Si T sur 2 est inférieur à 5 taux, et on va observer sur cette courbe si T sur 2 est supérieur à quoi? À 5 sur 2. Ce sont nos instruments à partir desquels on va former le circuit déjà schématisé. Ça, c'est le générateur qui peut délivrer soit un signal sinusoïdal ou un signal triangulaire ou un signal carré. Ça, c'est le oscilloscope. Ça, c'est la boîte de condensateur à capacité réglable. Les capacités sont données en nanofarad ici. Ça, c'est la boîte des résistances. Maintenant, je veux brancher l'oscilloscope sur le circuit pour visualiser la tension aux bornes du générateur et celle aux bornes du condensateur. C'est-à-dire, je veux brancher l'oscilloscope ici et là. Le point commun entre la tension du générateur et la tension du condensateur se trouve sur ce fil. Donc, la masse de chaque branchement doit se trouver sur ce fil. OK. La masse. Et par suite, l'entrée se trouve sur l'autre borne. Regardons bien. Maintenant, on a visualisé la tension aux bornes du générateur et celle aux bornes
du condensateur. Maintenant, en déclenchant le générateur délivre un signal carré, remarquons le feu rouge sur le signal carré, de fréquence 1,4 kHz. 1,4 kHz. En déclenchant l'oscilloscope, remarquons qu'est-ce qu'on visualise. On visualise sur la voie 1, remarquons le signal carré, un signal carré, c'est la tension aux bornes du générateur. Sur la voie 2, on observe clairement la tension aux bornes du condensateur. Maintenant, les deux tensions ensemble. Maintenant, on voit clairement que la tension aux bornes du condensateur atteint son régime permanent pendant la charge ou la décharge. C'est-à-dire, pendant cette demi-période, le condensateur est complètement chargé, il atteint son régime permanent, et pendant la demi-période suivante, le condensateur est complètement déchargé. Maintenant, je veux vérifier que dans ce cas, la demi-période est supérieure à quoi? À 5 taux. Nous avons un condensateur de 5 nanofarads, un conducteur ohmique de résistance, quoi? 10 kΩ. 10 kΩ. Remarquons bien sur cette feuille, pour un conducteur ohmique de résistance 10 kΩ, capacité 5 nanofarads, 5 taux, c'est-à-dire 5 RC, c'est 2,5 fois 10-4 secondes. La demi-période, c'est 1 sur 2F, c'est 3,53 fois 10-4 secondes. On remarque nettement, clairement, que la demi-période est supérieure à quoi? À 5 taux. Pour cela, le régime permanent de la tension UC s'atteint chaque demi-période. Maintenant, remarquons bien que se passe-t-il lorsqu'on affaiblit CA 2 nanofarads, le régime permanent est établi aussi. Pourquoi, dans ce cas, 5 taux est plus faible, la fréquence du générateur n'est pas changée, donc T sur 2 devient de plus en plus grand que quoi? Que 5 taux, et par suite le régime permanent est établi. Maintenant, remarquons que se passe-t-il lorsque je prends la capacité, par exemple, 8 nanofarads et la résistance du conducteur ohmique, par exemple, combien? 40 kΩ. 40 kΩ. On observe clairement que la charge et la décharge du condensateur pendant une demi-période n'est pas complète. On va vérifier ça par le calcul. Donc, une capacité de 8 nanofarads et un conducteur ohmique de résistance combien? 40 kΩ. Maintenant, en faisant le calcul, pour un conducteur ohmique de résistance 40 kΩ, capacité 8 nanofarads, donc 5 taux, c'est-à-dire 5 RC, c'est 1,6-3 secondes. T sur 2, c'est 1 sur 2F, 3,5-4 secondes. On voit clairement que T sur 2 est inférieur à 5 taux.
Pour cela, le régime permanent n'est pas atteint par le condensateur chaque demi-période et on voit cet oscillogramme. Remarquons cet oscillogramme. Remarquons bien, je veux affaiblir la fréquence. Remarquons. Remarquons, je constate qu'à nouveau, je constate que la tension du condensateur atteint son régime permanent chaque demi-période et par suite, dans ce cas, le condensateur est complètement chargé chaque demi-période et ça pour une fréquence de 131 kHz. On va faire le calcul à nouveau. Regardons bien, pour R égale 40 kΩ, c'est 8 nanofarads, 5 taux reste 1,6-3, T sur 2, c'est 1 sur 2F, pour une fréquence de 231 Hz, on obtient 2,16-3 secondes et par suite, T sur 2 est supérieur à 5 taux. Pour cela, UC atteint son régime permanent chaque demi-période. Maintenant, on va observer ou visualiser sur l'oscilloscope la tension au bord du générateur et la tension au bord du conducteur ohmique qui est l'image de l'intensité du courant qui le traverse. En utilisant le même circuit, le GBF délivre aussi un signal carré de période T ou de fréquence F. Je veux visualiser la tension aux bornes du conducteur ohmique et celle aux bornes du générateur. C'est-à-dire, je veux visualiser UAM, la tension aux bornes du générateur et celle aux bornes du conducteur ohmique. Maintenant, le point commun entre la tension du générateur et la tension du conducteur ohmique, c'est le point A. Donc, le point A est sur la masse. B sur l'entrée, M sur l'entrée. Maintenant, je visualise UMA, c'est la tension du générateur, UMA. UBM, c'est la tension aux bornes de quoi? Du conducteur ohmique. Maintenant, sur l'oscilloscope, qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir la tension du générateur. Ici, ça c'est UG, c'est le signal carré. Ici, c'est à une valeur constante. E pendant la première demi-période et 0 pendant la demi-période suivante. Puis, elle devient UG égale E pendant la deuxième demi-période ou la troisième demi-période ici. On va observer UR comme ça, comme ça, comme ça. UR est l'image de I, car UR égale RI d'après la loi d'Ohm. Cette observation montre tout d'abord la discontinuité de UR, il en est de même pour I, et montre que UR en valeur absolue et par suite I en valeur absolue est toujours quoi? Décroissante. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, en conservant le même circuit, on va visualiser la tension aux bornes du générateur et la tension aux bornes du conducteur ohmique. La tension aux bornes du conducteur ohmique est l'image de I, et ça conformément à la loi d'Ohm. Maintenant, je veux brancher l'oscilloscope pour visualiser ces tensions. Ça, c'est le branchement de la voie 1. Tout d'abord, je veux savoir où je veux mettre la masse. Ça, c'est la tension aux bornes du générateur et ça, c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique. Le point commun entre ces deux tensions se trouve sur ce fil gris. OK? Maintenant, je prends le fil de la voie 1 de l'oscilloscope, je mets la masse sur le fil gris, je prends le fil de l'oscilloscope qui correspond à la voie 2 et je mets la masse sur le fil gris. Maintenant, l'entrée est sur l'autre borne ici et l'entrée est sur l'autre borne.
Maintenant, en déclenchant quoi? Le générateur délivre un signal carré, remarquons le feu rouge de fréquence pratique 1,4 kHz. En déclenchant l'oscilloscope, remarquons qu'est-ce qu'on observe. Sur la voie 1, ça c'est la tension du générateur, c'est un signal carré. Sur la voie 2, ça c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique qui est l'image de I. Remarquons bien, pendant la charge, ça c'est la tension nulle. Remarquons, ça c'est la tension nulle du générateur, ça c'est la tension qui est égale à E du générateur. Maintenant, remarquons bien, ça c'est la phase de la charge, ça c'est la phase de la décharge, ça c'est la phase de la décharge, ça c'est ici la phase de la charge. Tout le monde d'accord? Si j'observe seulement la voie 2, remarquons bien, UR décroissante pendant la charge, UR décroissante pendant la charge, UR croissante pendant la charge. Tout le monde d'accord? Ça, c'est la phase de la charge, Ces courbes correspondent aux phases de la charge. Ces courbes correspondent aux phases de la décharge. Remarquons bien, ça c'est UR augmente algébriquement, mais UR en valeur absolue diminue. UR diminue en valeur absolue pendant la décharge. UR diminue en valeur absolue pendant la phase de la charge. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que I décroît en valeur absolue pendant la charge ou la décharge. Remarquons bien, la fonction UR est discontinue. Remarquons bien, UR parfois positif, parfois négatif. C'est-à-dire I parfois positif, parfois négatif. Donc, le courant change le sens en passant d'une phase à une autre. Tout le monde d'accord? Ça, se conforme avec l'étude théorique.